Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI for You et aujourd'hui on revient avec une nouvelle interview de Grégory Van Misberg, Skill Manager Data Analytics chez Decathlon. Ensemble on va parler de son métier, de son parcours pour en arriver là, mais surtout d'un sujet sur lequel il travaille particulièrement, le problème d'assortiment de produits. Grégory va vous expliquer en quoi ce problème est important dans un groupe comme Decathlon et comment mettre en place les premières briques data pour permettre à l'analytics de résoudre ce problème. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager le plus largement possible. Sans transition, voici ma conversation avec Grégory. Bonjour Grégory. Merci de présent aujourd'hui pour nous parler du problème d'assortiment produit. Tu es Skills Manager Data Analytics chez Decathlon. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu plus ton rôle au sein de Decathlon et tes missions? Bonjour Morgane et merci de me recevoir. Mon rôle aujourd'hui à Decathlon, c'est d'accompagner la mise en place de l'analytique. Donc, par analytique, j'entends data analyse et data science sur les projets liés à l'optimisation de l'offre chez Decathlon. Et donc, un peu plus concrètement, je m'assure de la mise en place des bonnes pratiques sur mon domaine, ainsi que la synchronisation avec les équipes métiers et les équipes data engineering. Et en tant que manager, j'accompagne également les data analysts et data scientists dans la réalisation de leurs projets pro et de leur développement personnel. Ok. Et du coup, c'était quoi un peu si tu nous parlais de ton parcours pour en arriver là? Mon parcours, alors j'étais diplômé de Polytechnique, donc spécialité informatique et statistique, Morgan. J'ai travaillé après environ 7 ans chez Cofidis sur un rôle qu'on pourrait assimiler aujourd'hui à un rôle de data analyst en termes de responsabilité et d'exécution, et sur des problématiques plutôt marketing. Je suis ensuite arrivé chez Decathlon pour reprendre l'animation d'une équipe qu'on appelait équipe data mining, une petite équipe de 3 personnes. À cheval aussi entre ces périodes-là, j'ai encadré quelques TP et quelques projets à Polytech Lille pendant aussi environ 7 ou 8 ans. Là, j'ai arrêté il y a quelques années. Et pour revenir à Decathlon, mon rôle, il a été toujours à peu près le même tout le temps. Par contre, le périmètre de l'équipe, il a énormément évolué puisque l'équipe de trois data miners dans laquelle je suis arrivé s'est transformée au fil du temps en une équipe d'une quinzaine, voire d'une vingtaine de data analystes et data scientists. Et puis plus récemment, on a séparé un petit peu les scopes pour faire plusieurs équipes. Et c'est pour ça que depuis maintenant à peu près un an, j'ai toujours ce rôle sur l'analyse et la partie data science, mais plus concentré sur un domaine fonctionnel qui est le sujet de l'offre. D'accord, parce que j'imagine que toutes les personnes qui nous écoutent connaissent Decathlon. Mais on peut se demander, c'est quel rôle en fait ces équipes data peuvent avoir au sein de Decathlon et quelles problématiques elles ont à traiter. Oui, alors effectivement, beaucoup de personnes connaissent Decathlon plutôt en tant que, enfin, par les magasins finalement. Mais Decathlon, c'est pas que ça. On a aussi la chance de concevoir nos propres produits, et ce qui fait que quand on travaille à Decathlon, on a un panel de métiers très très large à couvrir. Et de ce fait-là, en tant qu'équipe data, on a un panel de sujets et de problématiques tout aussi large qu'il y a de métiers à Decathlon. Après, il n'y a pas de scoop, hein. On a des sujets assez classiques. On va faire de la segmentation client sur des problématiques marketing. On va travailler des moteurs de recommandation. On va travailler des prévisions des ventes, un petit peu de pricing, un petit peu d'offres également. Et puis après, bon, on a des sujets qui sont beaucoup plus propres à des catchons et des expérimentations voilà, sur toute la partie qui va être liée plutôt à la conception de nos produits et à l'usage des produits dans le sport. Donc, ça veut dire que l'équipe data, elle répond aussi à des projets, des problématiques en relation avec les marques directement, par exemple comme Kalanji ou d'autres marques que détient Decathlon. Oui, c'est ça exactement. Aujourd'hui, on va répondre on va dire, l'ensemble du groupe, si on peut dire comme ça. Donc, ça comprend aussi bien les marques
Et si je prends l'exemple de l'offre, aussi bien la construction de l'offre, donc la réflexion sur l'offre dans les sports, jusqu'à sa distribution et sa commercialisation dans nos magasins. Et ça va même au-delà de ça, puisque après, il y a tout l'accompagnement du sportif dans l'usage en fait, des produits. D'accord. Donc, tu nous as dit qu'avant, tu étais sur un rôle plus fonctionnel. Euh, du coup, toi, tu t'occupes plus de l'équipe qui s'occupe de l'assortiment de produits. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Euh, L'assortiment produit, c'est un problème qui est assez simple à définir. En fait, ce qu'on essaye de savoir, c'est quels sont les produits qu'on doit vendre dans nos magasins et quand, puisque aujourd'hui, on a une offre qui est tellement grande qu'elle ne rentre pas dans tous nos magasins. Puis en plus, on a des magasins de différents formats, donc on ne peut pas y mettre toute notre offre et partout. Donc, le sujet, c'est finalement, si on doit choisir, qu'est-ce qu'on choisit comme produit et à quel endroit et quand. Ça, c'est plutôt, on va dire, facile à expliquer d'un point de vue fonctionnel. Et il y a d'ailleurs, moi j'aime beaucoup la définition qu'en fait McKinsey. Hein. Finalement, aujourd'hui, notre rôle, c'est parce que l'offre, c'est quelque chose d'itératif, c'est quelque chose qui vit dans nos magasins, c'est pas quelque chose qu'on fige ad vitam aeternam. Donc, nous, ce sujet de l'offre, il est de se dire, finalement, dans notre offre, on a des produits dont le client ne veut plus. Donc, on a des produits qu'on doit enlever de notre offre. On a des produits que le client aimerait et qu'on n'a pas encore. Donc, on a des produits qu'on doit ajouter de notre offre. Et après, on a la question de où on les met pour que finalement le produit rencontre le client. Et où on les met, il va être sur un aspect géographique, dans quel magasin, mais il va être aussi dans un aspect beaucoup plus micro, dans notre magasin, où on les met, pour qu'ils soient facilement visibles et, facilement, et que le client puisse se repérer facilement. Et il y a un dernier aspect à tout ça qui est aussi un aspect clé, c'est comment je m'assure que l'offre que je vais proposer dans le magasin, elle puisse être soutenue par les process corps de l'entreprise, donc souvent plutôt les process supply, parce qu'on peut imaginer la meilleure offre, mais si on n'est pas capable de la desservir en magasin, à part créer de la rupture de stock et de ce fait de l'insatisfaction client, on n'aura rien gagné du tout. Donc c'est plutôt un système de contraintes qui vient se mêler et se greffer à cette recommandation, à cette analyse, et ce qui fait que au final, d'un point de vue analytique, le problème il est hyper complexe et complet parce que l'offre qu'on essaye de proposer, c'est bien l'offre dans le futur. On ne va pas faire des recommandations sur le passé, donc ça veut dire qu'on va assez rapidement intégrer des notions de modèles de type machine learning, deep learning, en tout cas des approches prédictives pour savoir qu'est-ce qui va se passer ou comment vont se comporter nos produits dans nos magasins. On va aussi intégrer de l'analytique pure parce que en fait, définir c'est quoi une bonne offre, c'est compliqué. Il y a plein d'indicateurs qui rentrent en compte. Et puis, ça dépend de plein de paramètres, notamment aussi liés aux stratégies des entreprises. Et puis, derrière, il y a aussi un aspect qui va être la partie optimisation en tant que telle. Hein, en tout cas, je l'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas la place pour faire rentrer tous les produits. Donc, c'est un petit peu ce problème bien connu du sac à dos, si on peut le dire comme ça. C'est qu'est-ce que je vais mettre dans mon magasin qui va permettre de satisfaire au mieux mes utilisateurs et mes clients. Et avant toute cette analytique pour nous permettre de choisir, comment c'est décidé un petit peu quel produit mettre dans quel magasin? Alors ça va dépendre énormément des entreprises, mais effectivement, c'est pas un problème nouveau. Ça a toujours existé. C'est juste qu'avec la data, on va réussir à l'objectiver un petit peu plus, même s'il y a beaucoup de guillemets derrière ce terme, parce que des biais, on en a plein. En fait, c'est souvent, alors ça dépend ça va dépendre de
de l'entreprise, hein, comme j'ai dit, mais c'est ce qu'on va mettre derrière l'expérience métier. Enfin, en fait, c'est un métier, et pour le coup, que je connais pas très bien encore, mais c'est tout ce qui va toucher aux catégories management. Donc, il y a des bonnes pratiques sur comment je définis une offre, sur comment je structure une offre, sur comment je l'affiche en magasin. Et de ce fait-là, c'est plutôt ça qui est utilisé, on va dire, historiquement. Et, euh, et j'ai envie de dire qui évolue grâce à la data parce que on vient pas remplacer ça, en fait, on vient le faciliter avec des outils d'aide à la décision. Quel genre d'équipe tu as à ta disposition pour résoudre ces problèmes du coup d'assortiment d'offres, d'assortiment de produits? C'est une équipe pluridisciplinaire puisque finalement le problème est assez complet, il touche un petit peu différents domaines de l'entreprise. Donc on va avoir, comme j'ai expliqué, des experts business parce que c'est essentiel. Voilà, on ne vient pas remplacer, on vient finalement aider des personnes dont c'est le métier de faire de l'offre et d'afficher de l'offre avec nos compétences, mais on a besoin aussi que eux nous enrichissent de leur savoir-faire. On a, voilà, on travaille sur un mode agile, donc on va avoir des profils comme un product owner qui va nous aider à définir voilà, les priorités, la roadmap et les points sur lesquels on doit accélérer ou pas en fonction des temps. On a un Scrum aussi qui nous permet voilà, de jouer un rôle de facilitation dans l'équipe et notamment de facilitation entre les différentes on va dire les core teams qui sont plus responsables du développement. Et derrière core team, je vais mettre des data analysts, des data scientists, des operation scientists aussi. Et puis tous des profils beaucoup plus tech pour gérer toute la partie data pipeline et infrastructure, hein, principalement des data engineers. Donc ça, c'est le cœur de l'équipe. Et après, un petit peu en satellite, on a voilà, on va dire, tout un panel de compétences qui viennent de façon ponctuelle, voilà, comme des DataOps, des MLOps, comme des administrateurs, des outils analytiques, des data stewards qui vont nous aider à bien trouver la donnée, des data owners qui vont nous aider à bien trouver, en tout cas à bien comprendre la donnée qu'on manipule. Voilà, donc au final, c'est un panel de compétences très très large pour résoudre ce problème. D'accord. Et donc, du coup, dans cette équipe, c'est quoi du coup ton rôle entre toutes ces personnes? Finalement, moi, je suis un peu. Donc, moi, je m'occupe de la partie analytics, donc je suis très proche des profils data analyst et data scientist. Je les accompagne dans la mise en place des modèles et dans la réalisation de ce qu'ils font. En fait, mon rôle, je pourrais pratiquement le résumer comme ça, c'est de m'assurer que l'équipe a, et du coup, en tout cas, les data analysts, data scientists, ont tout ce dont ils ont besoin pour bien faire leur travail. Et derrière tout ce dont ils ont besoin, en fait, on peut mettre plein de choses. Il va y avoir m'assurer que la demande et les attentes du business sont bien euh, adaptées, donc réalisables et adaptées à ce qu'on peut faire. Euh, on va dire un petit peu de l'autre côté de la chaîne, m'assurer que les datas sont fournies au bon niveau, au bon format, et en tout cas que la relation avec les data engineers se passe correctement. Et après, sur le cœur du métier, moi, je dois m'assurer que la réponse analytique, elle est finalement bien adaptée et bien calibrée, que le ratio entre la complexité et la réponse, il est correct, il est le bon. De m'assurer que on suit les bonnes pratiques, en fait, les bonnes pratiques de data analyse, de data science, les bonnes pratiques du domaine, les bonnes pratiques définies dans les stratégies technologiques de Decathlon. Et voilà, donc finalement, j'ai un peu jongler entre le besoin, l'engineering, tout un ensemble de bonnes pratiques et de compétences qu'on doit mettre en place. Et du coup, quel type de stratégie a été mise en œuvre pour aider l'analytics à aider du coup, les personnes qui s'occupent de l'offre pour l'optimiser et pour faire en sorte du coup, d'optimiser tous les process qui tournent autour de ça? Je ne rentrerai pas trop dans le détail hein, sur cette partie-là, mais
on a une démarche qui est assez classique sur des projets data, c'est qu'on va d'abord aller chercher ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire voilà, des problèmes qu'on peut on va dire, résoudre relativement rapidement, donc qui ne sont pas trop complexes et qui sont très visibles pour le métier. Ça permet d'avoir, en tout cas, de donner de la confiance sur ce qu'on peut faire. Donc, et ça permet aussi voilà, de mettre les premières briques en place de projets plus industrialisés. Donc après, dans ça, il y a des ça marche, il y a des ça marche pas. Et puis la suite logique, c'est sur les ça marche de rentrer dans une logique un peu plus de production et d'industrialisation. Sur les ça marche pas, ben, voilà, on décide en fonction, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'arrête, pourquoi ça n'a pas marché, hein, c'est toujours une question intéressante. Donc voilà, on va dire la stratégie, ça a été un peu ça, quelques on va dire, preuves rapides de ce qu'on peut faire pour avoir des résultats concrets, une démarche derrière d'industrialisation. Et puis après, il y a toujours besoin de continuer l'exploration, donc qu'elle soit sur améliorer les approches avec différents modèles, qu'elle soit sur tester des nouveaux cas d'usage sur certaines spécificités. On continue. C'est toujours le ratio entre je gère ma production finalement et j'explore. Et aujourd'hui, le métier, il est convaincu de l'intérêt de la data sur l'aide que ça peut apporter sur leur travail de tous les jours. Oui, oui, bien sûr, sinon on ne serait pas autant dans l'équipe à travailler sur ces problématiques-là. Euh, En fait, je dirais que c'est presque plus un choix sur est-ce qu'on doit arriver sur une approche data ou pas. C'est plutôt c'est plutôt à nous je pense en tout cas en tant que professionnel sur le métier de la data, d'apporter les preuves que ça marche et de trouver le bon angle pour mettre en confiance les métiers. Et après, bien sûr, comme toute nouvelle technologie, comme tout changement, il y a des personnes qui sont beaucoup plus moteurs, il y en a d'autres qui croient un petit peu moins, mais au final, l'important, c'est de montrer que ça marche et d'apporter des preuves en tout cas, qui satisfassent tout le monde. Et pour mettre en place tous ces quick wins, etc., il y a quel stack technique qui est mis à disposition des data scientists, data analysts? Bah là non plus, hein, je vais je vais pas révéler de scoop. On ne fait pas dans des choses très exotiques, hein. On travaille, enfin, nos données sont hébergées sur le cloud, sur un des providers euh, principaux du marché. En termes de langage, on travaille beaucoup sur Python. On utilise voilà, un peu de PySpark, un peu de Spark plutôt d'ailleurs pour la partie engineering pure. Les packages, c'est des packages de machine learning classiques, des packages d'optimisation classiques aussi qu'on va retrouver sur Python. Voilà. On utilise aussi dans la démarche d'industrialisation quelques outils onboardés directement sur le cloud pour faciliter la mise en place du machine learning et surtout l'exposition des modèles. Voilà, donc un peu voilà, beaucoup de choses assez classiques et qu'on peut retrouver, j'imagine, on va dire, toutes les stacks technologiques des data scientists. Et, parce que du coup, il y a pas mal de choses à prendre en compte, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le fait de la point de vue logistique pour amener les points de vue, les produits en magasin, le fait de savoir où placer le produit dans le magasin, sur quel magasin le placer. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de trouver vraiment une métrique de performance? Parce qu'on sait quand même qu'on a une seule métrique de performance, c'est quand même bien plus facile de, de résoudre un problème. Mais là, le fait qu'il y ait tellement de choses à imbriquer, c'est quelle métrique de performance vous traquez en fait? Ouais, en fait, ce qui est important à mon sens dans les problèmes complexes de cette façon-là, c'est de passer un peu par une phase on va dire de design de l'architecture parce que finalement, on va pas, euh,
on n'est pas dans le cas de on a des entrées, on a une sortie et on veut mettre le modèle au milieu. En fait, il y a pas mal de choses à considérer. Donc finalement, on va emboîter plusieurs briques analytiques. Je parlais tout à l'heure un petit peu des briques prédictives. Voilà, on a des briques prédictives sur lesquelles on va poser des métriques, mais qui ne sont pas des métriques finales de tout le système qu'on veut modéliser. Donc on a des métriques, on mixe un peu des métriques techniques sur des briques techniques. Voilà, donc tout ce qu'on va retrouver, et là je ne le détaille pas non plus, hein, mais c'est assez classique quand on va faire du forecast ou des modèles de machine learning, et ça dépend de la problématique. Et puis après, on doit mixer ça avec des métriques plutôt métier, parce qu'il ne faut pas oublier que des fois, les métriques des data scientists ne reflètent pas forcément la réalité du métier. Donc, les métriques, c'est aussi un moyen d'avoir un terrain de communication commun avec les métiers, et les métriques qu'on utilise, voilà, c'est les métriques qui font référence à Decathlon en termes de chiffre d'affaires, de satisfaction client, de coût des stocks, qu'on va mêler à des métriques plus spécifiques sur des MSE ou des choses comme ça quand on va utiliser des briques plus techniques. Et donc là, donc ce que tu me dis, c'est qu'il y a pas mal de sous-projets en fait pour optimiser, enfin de sous-projets, des sous-projets pour optimiser des parties de ce qu'est en fait finalement l'offre qui est décomposée en plein de parties. Mhm. C'est quoi du coup dans l'offre, plus ou moins les deux ou trois grandes choses que vous mettez en valeur et sur lesquelles c'est un peu moteur, sur lesquelles il y avait un peu les plus grosses quick wins à avancer dès le départ. En fait, il y a les points clés et les points importants pour adresser ce sujet-là d'un point de vue data. Euh, Ça va être la bonne connaissance de ces produits, et surtout bien comprendre comment ils interagissent entre eux. Il va y avoir aussi la bonne connaissance de ces points de vente. Voilà, le magasin, quel est son contexte géographiquement, en tout cas pour nous à Decathlon, voilà, un magasin qui va être proche de la montagne, on va pas y vendre les mêmes choses qu'un magasin qui va être proche de la mer ou au plein centre de la France. Donc il faut réussir à retraduire tout ça en fait dans les données. Et ça, c'est peut-être la partie la plus complexe, le passage euh, voilà, donc je vais prendre juste un petit exemple sur une des problématiques où on essayait simplement de savoir quel était le positionnement de nos magasins par rapport à la mer. Voilà, il y a des open data qui existent, il y a des choses qu'on peut calculer, mais assez rapidement, on se rend compte que déjà, il faut définir c'est quoi la distance. Est-ce qu'on parle de distance à vol d'oiseau? Est-ce qu'on parle de distance en termes de trajet voiture, de trajet par un autre moyen de locomotion? Et puis, qu'est-ce qu'on définit par la mer? Est-ce qu'on considère tous les points d'eau? Parce qu'au final, c'est pas tellement la distance à la mer qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on y pratique des sports d'eau? Et les sports d'eau, ils peuvent aussi très bien se pratiquer sur un lac, mais sauf que voilà, le lac, si on prend le lac Léman, par exemple, c'est pas la même chose que, toi tu connais, mais le lac du Héron, qui est à Villeneuve-d'Ascq, on va pas avoir la même pratique sportive. Donc il y a toute cette traduction finalement des contextes en data qui est hyper importante, et la compréhension de mes points de vente, la compréhension de mes produits, la compréhension de mes clients aussi. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont clés, je pense, bien avant de parler de modèles ou de type de modèle à appliquer. D'accord. Et maintenant que vous avez du coup fait ces steps-là, c'est quoi un peu pour toi les next steps Et on va continuer à déjà faire ce qu'on faisait. Déjà, c'est déjà un premier point. Si on peut le faire mieux et s'améliorer, c'est encore mieux. Là, on est plus
Voilà, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, entre la mise en production et l'exploration, il faut trouver le bon équilibre, parce que finalement, avant, on faisait quasiment que de l'exploration. Maintenant, on entre dans une phase de mise en production, de stabilisation des premières solutions. Et puis forcément, plus on déploie, plus on se rend compte qu'il y a des petites choses sur lesquelles les modèles ne répondent pas comme ils devraient. Donc, on a tout ça à améliorer. Et puis tout ça à industrialiser en termes de pipeline, à monitorer parce que ben, on veut anticiper et pas être toujours dans la réaction et pas découvrir les problèmes en même temps que nos utilisateurs parce que comme derrière on a des enjeux de supply, hein, quand un produit est envoyé dans un magasin, ben, c'est trop tard, il est envoyé dans un magasin. Donc on peut difficilement faire marche arrière. Donc on doit plus être dans une démarche d'anticipation. Et puis après, ben, il y a toujours la place pour l'exploration et continuer à s'améliorer sur les méthodes, sur les langages, sur les outils. Dans une de tes présentations, tu avais parlé du coup de IA Inside et IA First, ça t'avait bien intéressé. Est-ce que tu peux redéfinir ces concepts? Euh, alors oui, je peux. Alors je le fais avec mes mots, mais c'est peut-être pas les meilleurs pour le faire parce que c'est pas moi qui ai posé ces concepts-là, mais globalement, on va dire que il y a Insight, c'est quand on va travailler sur une problématique avec un process déjà en place euh, et qu'on va essayer euh, sur cette base d'y mettre de la data et de l'IA plutôt pour optimiser ce qui est déjà fait. L'IA first, pour moi, derrière, euh, on va faire un peu fi du passé et on va essayer de se dire, bon, très bien, maintenant qu'on a la data et l'IA comme capabilities, euh, comment on pourrait réimaginer nos process pour faire en sorte que tout ça soit fluide et soit un peu, on va dire, data by design dès le départ. Et peut-être pour illustrer plus concrètement la différence, il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est l'exemple d'Amazon Go, qui est la solution alors, de paiement, même si finalement le client ne paye pas concrètement. Donc, c'est sur base de caméras dans les magasins physiques d'Amazon. On prend nos articles et on sort et on est automatiquement débité de ce qu'on a pris sans un passage caisse. En fait, je pense que si Amazon s'était positionné dans une notion d'IA Insight, il se serait plutôt demandé ben, comment optimiser les temps d'attente en caisse, comment peut-être modéliser certains process, comment je peux voilà, utiliser l'IA pour faciliter le geste de la personne qui va passer les articles en caisse, faciliter le geste du client. Donc ça, c'est un peu, ben, voilà, on part du process qu'on connaît tous, qui est le passage à la caisse, et on va mettre de la data et de l'IA pour l'optimiser et le faciliter et enlever on va dire ce pain point dans le parcours client. Et l'IA First, c'est plutôt ce qu'ils ont pensé et se sont dit, bah, finalement, avec les nouvelles technologies, on se repose la question de quel est le problème qu'on veut résoudre et comment on peut le résoudre. Et la solution qu'ils apportent, c'est de se dire, bah, en fait, il n'y a plus du tout besoin de passer par la caisse parce qu'aujourd'hui, avec les technologies, on sait très bien ce que le client a dans son panier. Donc, on peut simplement, je mets beaucoup de guillemets parce qu'il y a certainement un effort dingue derrière, mais on peut regarder ce qu'il a dans son panier et le débiter de ces articles-là lorsqu'ils sortent du magasin assez rapidement. Donc là, dans l'artisanat de produit, comme on a vu au début, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a des process qu'on doit optimiser. Quelle méthode tu peux utiliser pour être sûr que dans certains cas, quand tu veux faire de l'IA first ou de l'IA inside, quelle méthodologie tu veux faire pour être sûr que si tu veux faire de l'IA first et partir de la technologie, tu y arrives et que tu n'arrives pas en fait à chaque fois dans ce qu'on appelle du coup l'IA inside à juste optimiser les process existants. Mm. C'est c'est un sujet complexe, déjà parce que finalement, la
question, c'est pas vraiment est-ce qu'on doit faire de l'IA first ou de l'IA inside, c'est quelle est la réponse qui est la plus adaptée. Et des fois, faire de l'IA inside, c'est très bien et c'est adapté à un besoin en cours. Et c'est même des fois conseillé de ne pas s'aventurer dans des grandes transformations parce que forcément, l'IA first, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fragile. Euh, ce qu'on peut utiliser, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert et je trouve ce qui marche très bien, c'est tout ce qui va tourner autour du design thinking. En fait, le sujet, c'est si on veut vraiment repasser dans une démarche d'IA first, il faut réussir à identifier et isoler quel est le problème qu'on veut résoudre. C'est quoi finalement dans l'expression, en fait, dans l'expression du besoin, comment on arrive à la racine, si on peut dire comme ça, pour dépolluer de toutes les solutions qui seraient déjà préconçues. Et voilà, et pour ça, il n'y a pas de... Je pense que c'est réussir à penser un peu hors du cadre, se détacher des contraintes actuelles, et c'est pas un exercice qui est toujours facile, hein. Même quand on le sait, assez facilement, on va retomber dans ce qu'on connaît. Euh, voilà, c'est reposer des questions, ne pas hésiter à reformuler aussi plein de fois pour se rendre compte de qu'est-ce qui est vraiment le problème et qu'est-ce qui est un a priori finalement. Et puis oui, comme je le disais, le design thinking, il y a pas mal de méthodes qui peuvent aider pour, voilà, pour justement aller rechercher le problème à la source et bien le formaliser. Là, j'ai une question un peu plus classique finalement. C'est comment tu réussis en fait dans le problème d'assortiment pour être sûr de livrer en fait ce que le client attend. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu difficile quand un métier du coup euh, exprime son besoin, du coup en termes métier, et le traduire en data et être sûr qu'à la fin, finalement, tout le monde se comprenne et que ce qui est livré est vraiment, correspond vraiment aux attentes du métier. Est-ce que tu as des méthodologies et comment toi tu résous ce problème-là? Hum, Alors là aussi, c'est un problème complexe. Je n'ai pas la prétention de réussir à le résoudre à chaque fois, sinon ça serait un peu trop facile. Mais le, je pense il y a Steve Jobs qui a dit à un moment une phrase comme quoi le client ou l'utilisateur ne sait pas ce qu'il veut tant qu'on ne lui a pas montré. Et je pense que c'est surtout ça le sujet, en fait. C'est aussi derrière les principes des démarches agiles dans la conception logicielle, hein. C'est rapidement prototyper, rapidement montrer des choses. Voilà, éviter les heures et les heures et les heures de débat pour savoir comment on va faire, parce que des fois, de toute façon, on a beau faire bien le travail de modélisation, le modèle, ben, voilà, si on n'a pas les bonnes datas, des fois, on n'y arrive pas, hein, c'est tout, hein, c'est des choses qu'on n'arrive pas à modéliser. Donc, c'est pas forcément toujours utile de passer des heures à discuter, on va dire, a priori. Mais par contre, ce qui est efficace en général, c'est voilà, prototyper rapidement, euh, donner à nos utilisateurs rapidement un outil entre leurs mains, regarder, en fait, observer. Je pense qu'il y a un point qui est important, c'est plutôt observer plutôt que demander. Euh, Observer ce que fait l'utilisateur de nos solutions et de ce fait-là, en déduire ce dont il a besoin. Parce qu'on a aussi la vision côté data de l'algorithmie, des modèles de machine learning, ça reste quand même assez peu mature dans l'expression du besoin. Et voilà, enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais rencontré d'utilisateur qui exprime son besoin en termes de modèle de machine learning tout de suite. Donc voilà, ça va être... voilà, je pense que c'est ça, voilà, demander, observer, reformuler, montrer. Je pense que c'est sûrement la clé en tout cas pour s'assurer que ce qui est fait correspond aux attentes et aux objectifs fixés initiaux. Et puis, il ne faut pas oublier que aussi les attentes, elles peuvent changer. Donc, et c'est juste normal, en fait. Là, on va arriver vers la fin de l'interview où à chaque fois je pose un peu les mêmes questions. Euh,
quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait devenir data scientist, quelqu'un qui a envie de travailler du coup la data et devenir data scientist, modéliser des phénomènes, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Bah, j'en donnerai pas vraiment parce que je pense qu'il faut. Alors, si peut-être j'en donnerai un, il faut rester humble. Je pense que ça, c'est peut-être une première brique un peu générale. Euh, Ce que je mets derrière ça, c'est. Et souvent, au début, en fait, quand on commence la partie data science, voilà, on s'imagine qu'on va tout révolutionner avec nos modèles géniaux qu'on a vus à l'école qui fonctionnent très bien, qu'on a entraînés sur nos petits datasets et avec lesquels on arrive à des pourcentages d'accuracy à 99%. Et voilà, on se dit que c'est top. Je pense qu'il faut rester humble par rapport à ça parce que quand on délivre des solutions, voilà, souvent pour d'autres personnes, hein, parce qu'on est au service d'autres utilisateurs métiers, il ne faut pas oublier que le problème qu'on est en train de résoudre, en tout cas c'est le cas pour l'offre, pour mon cas, mais c'est le cas pour presque tous les problèmes, à part quelques nouveaux problèmes. Le problème qu'on est en train d'essayer de résoudre, il a déjà été travaillé, il a déjà été étudié. Alors, pas avec la data, peut-être avec d'autres choses, mais les personnes avec lesquelles on travaille, elles ont souvent une très bonne vision de ce qu'elles font et souvent ce qu'elles font, ça marche. Alors même si elles n'ont jamais quantifié. Donc je pense qu'il faut rester humble là-dessus parce que euh, assez rarement le modèle fera mieux que l'humain, ou en tout cas pas du premier coup. Donc il y a ce point-là, je pense, qui est important et de ce fait aussi bien penser en termes de collaboration homme-machine, si on peut dire. Il y a beaucoup de démarches aujourd'hui Human in the Loop et c'est super important. Hein. C'est pas, je pense que si on oppose ce qui est fait aujourd'hui avec ce que peut faire une machine, c'est sûrement pas la bonne façon de transformer tous les, tous les métiers et tous les domaines sur lesquels on travaille. Donc, voilà, peut-être je dirais ça. Et après, alors je peux pas te montrer là parce que c'est sur mon laptop, mais j'ai deux stickers de l'autre côté de l'écran. Euh, le premier, c'est Love the problem and not the solution. Et ça, je pense que c'est important parce que ce qui est vraiment important, c'est de se concentrer sur le problème qu'on doit résoudre et pas de se concentrer sur la solution et l'algorithme qu'on utilise. Parce que bah, ça, c'est assez mouvant. Et puis, peut-être du jour au lendemain, il y aura une nouvelle techno, il y aura une nouvelle brique, il y aura. Voilà, on parle beaucoup aujourd'hui d'auto-ML ou de choses comme ça, hein, qui vient quand même changer un peu la donne sur la façon dont on fait le métier. Donc voilà, finalement, raisonner utilisation finale des algorithmes et pas se contenter ou en tout cas se concentrer sur l'algorithmie. Alors là, je parle dans un contexte entreprise, hein. Bien sûr, toutes les personnes qui vont faire de la recherche, c'est plus qu'important parce que on a besoin de ces briques-là, mais en tout cas, dans un contexte entreprise et dans un contexte appliqué, voilà, c'est d'abord le problème et après la solution. Et puis peut-être le dernier point qui est un autre sticker qui est Think Big, Start Small and Scale Fast. Euh, En fait, c'est important de bien prendre le temps de poser le problème et de se dire, OK, mais très bien, mais ce qu'on me demande de faire, ce qui pourrait m'apparaître peut-être dans un premier temps comme simplement modéliser ou prédire tel ou tel indicateur, est-ce que c'est vraiment toute l'étendue du problème ou est-ce que c'est qu'une vue partielle? Et est-ce que je suis en train de travailler sur le bon problème aussi? Donc, c'est bien considérer l'ensemble des paramètres, l'ensemble du contexte. Et une fois qu'on a posé cette copie-là, un peu globale, se dire, bon, très bien, maintenant, le problème, il est grand, il est complexe, mais c'est pas grave, je commence petit parce que il faut bien que je commence. Et par contre, une fois que j'ai commencé petit et que j'ai fait l'épreuve, voilà, je déploie, je passe à l'échelle rapidement. Si les data scientists ou futurs data scientists sont capables de bien poser leurs problèmes, de bien se concentrer sur le sujet qu'ils essayent de résoudre
de le commencer petit et de le mettre à l'échelle rapidement, tout en gardant, on va dire, une bonne humilité par rapport à ce qu'ils font. Alors là, je pense que c'est plutôt des critères de réussite. Maintenant, il y a tellement de façons de faire le métier et tellement de contextes différents que voilà, ça reste un point de vue et il y en a certainement d'autres. Est-ce que tu as un livre sur le domaine que tu conseilles souvent? Alors, j'en ai pas en tête, pour être honnête, je suis pas non plus un grand, un grand lecteur. Voilà, beaucoup d'articles ou de vidéos, mais très peu de bouquins en tant que tel. Par contre, il y en a un que je suis en train de lire, alors qui n'est pas directement lié au domaine du machine learning, alors qui s'appelle Antifragile, les bienfaits du désordre. C'est de Nassim Nicolas Taleb. Et donc, c'est un ancien trader qui finalement voilà, expose son point de vue et sa pensée, on va dire, plutôt philosophique sur la notion de hasard, sujet qu'il a pas mal étudié finalement quand il était à l'étude des cours de bourse, et surtout l'impact du hasard et cette notion de qu'est-ce qui est fragile au hasard et qu'est-ce qui est antifragile, donc qu'est-ce qui s'enrichit du hasard selon sa définition. Et voilà, le bouquin, alors, je le trouve super intéressant parce qu'il apporte un regard assez critique sur les statistiques et la modélisation des événements rares. Voilà, je n'en dis pas plus si certains sont intéressés, mais en tout cas, transposer au quotidien, ça permet des fois de poser un regard un peu différent sur les choses et sur la façon dont on prend des décisions aussi, et aussi dans le cadre de modélisation statistique. Et du coup, une dernière question pour clore cette interview, c'est est-ce que tu as une citation, un proverbe qui vient souvent à l'esprit? Alors, oui, il y en a une, effectivement. En fait, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui vient de façon assez récurrente, qui est pas non plus là directement liée au machine learning, mais qui est une citation d'Andrew Lang, qui est un poète écossais, si je ne me trompe pas, qui dit Most people use statistics like a drawing man uses a lamppost, more than support than elimination. Et en fait, je trouve que ça, c'est une réalité qu'on voit quand même assez souvent. Et on peut la transférer sur la data. Quand on parle de data-driven, beaucoup de personnes ne changent pas beaucoup leur façon de faire, c'est juste qu'ils vont chercher la data qui va essayer de prouver leur conclusion a priori, plutôt que de se dire non, non, je suis vraiment data-driven dans le sens où c'est la data qui va éclairer mes décisions. Et, euh, et voilà, ça me fait un peu sourire, je trouve, mais néanmoins, c'est quand même assez récurrent dans la façon dont on travaille aujourd'hui. Et même, enfin, il y a aucun jugement là-dessus parce que c'est même à nous-mêmes. On est tellement convaincus des fois de choses voilà, on a tendance à sauter certaines étapes dans la validation des métriques, des choses comme ça, en se disant, mais non, mais c'est sûr, cette approche-là est tellement meilleure, hein, il n'y a pas besoin de preuves. Et puis après, on va tellement essayer de prouver qu'on a raison. Donc, on va chercher les chiffres qui vont nous montrer que. De toute façon, il y a un signe de ça qui est assez fort, c'est si on fait un simple report d'analyse et qu'on a des chiffres assez bizarres et qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on espérait, tout de suite, on va chercher à vérifier si on n'a pas fait d'erreur dans les chiffres. Tandis que si on a des chiffres qui vont dans le sens où on espérait, ben, bizarrement, là, on ne va pas chercher à vérifier si on a fait des erreurs ou pas. Donc, Ouais, c'est vrai que la plupart du temps, on va se dire, ah bah c'est normal dans notre schéma de pensée. Ces chiffres voilà. devraient être comme ça, on va pas les remettre en question tant que ça valide notre schéma qu'on avait en tête, quoi. Ah, surtout si c'est positif et en notre faveur. Merci Grégory pour toutes ces informations, pour répondre à tes questions. Je pense que moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Parce chaque fois, je pose des questions qui m'intéressent. Mais je pense que ça va aussi intéresser beaucoup de personnes qui nous regardent et qui se demandent un peu comment adresser ce problème. Et aussi, de façon générale, il y a aussi des questions un peu plus générales sur comment intégrer du coup du machine learning et de la data dans des projets. Et aussi comment faire en sorte que
que les projets en fait soient match avec les attentes des personnes, enfin des clients, quoi. Donc, je pense que ça va aider pas mal de personnes et je te remercie pour eux, puis pour moi, pour toutes les réponses à ces questions. Bah, écoute, merci à toi, Morgane. Et puis, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et de partager en général sur les sujets. Voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère que vous avez apprécié autant que moi tous les conseils prodigués par Grégory tout au long de cette conversation. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine pour d'autres vidéos sur le thème de la data. Ciao!